Franchement, en venant ce soir, j'étais curieux d'entendre Rodolphe Augustin Couillot, parce que je me souviens que c'était l'un des chantres du chaos qui annonçait partout qu'on prenait la route du chaos, on prenait la route des morts, un peu avec le professeur Noubou aussi sur ce plateau quelquefois. Les Ivoiriens ont montré qu'il n'y a pas eu de chaos. Et ça, c'est déjà la première leçon à tirer. Le chaos n'a pas eu lieu. Je sais que vous veut forcément faire peur. Non, les Ivoiriens ont montré ça clairement. Et quand vous regardez dans le détail, c'est encore plus frappant. Moi, je viens du Sud Comoé. En 2020, la sous-préfecture de Yaou, la sous-préfecture d'Ayamé, Biennois, des villages comme Adaou, il n'y a pas eu de vote. Parce qu'on n'a même pas pu voter. Mais cette fois-ci, zéro incident. Tout le monde est sorti. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail important qui a été fait. D'abord par les leaders politiques, le président Akawele, le DGNC, qui sont partis, mais des leaders sociétaux. Je pense par exemple à mon vieux père Tyson, qui est le président des syndicats des transporteurs, qui est parti dans les gares, à M. Sekouba Bia, qui est parti à Sokoura expliquer aux gens. Il y a un travail énorme qui a été fait partout dans la Côte d'Ivoire. Moi-même, j'ai traversé ce pays partout, en long et en large. Conférences, tout ça pour expliquer la nécessité pour nous de préserver la paix. Et je pense que grandement, les Ivoiriens, vous êtes du Vébaoulé, n'est-ce pas? Vous êtes du Vébaoulé. Qu'est-ce qui s'est passé dans vos villages en 2020? C'était la catastrophe. Tout le monde dit combien de morts? Village, pour savoir que c'était la catastrophe. Puisque j'étais au ministère de l'Intérieur, j'avais la cartographie des lieux des incidents. Le Vébaoulé, il y a plein de coins où on n'a même pas pu voter. Cette année, vous avez regardé le Vébaoulé? Tranquille. Les Ivoiriens ont montré qu'ils sont agacés, fatigués de ces chantres du chaos. Ils sont fatigués de ces politiciens qui, malheureusement, n'ont pas compris que le monde évolue. Je disais toujours, quand on partait voir si on était guéri. Moi, je pense qu'on est guéri, naturellement. Comme vous avez été malade et gravement malade, votre guérison elle va laisser des séquelles. Et surtout quand on a des leaders politiques qui appellent à l'insurrection, qui appellent à une prétendue libération, qui créent la psychose. Parce que la psychose dont vous parlez, qu'est-ce qu'il a créé? C'est ceux qui sont venus dire, oh, il n'y a pas d'élection, il n'y aura pas d'élection, il faut libérer le pays dans 7 jours. Quand ils l'ont dit samedi, lundi, un lieutenant qui est assassiné. La Côte d'Ivoire est la seule dictature qu'on vous entend où c'est dans cette dictature-là que des gens tirent sur des militaires. Dans les autres dictatures, c'est les militaires qui tirent, on le voit en Tanzanie. Mais chez nous, on a une dictature où c'est les civils, là, pacifiques, là, qui après des appels à la libération, tirent sur des militaires et tuent le lieutenant de gendarmerie. Si on a encore ce phénomène de peur, si on a encore malheureusement les événements qu'on a eu à Nayo, c'est parce qu'il y a des politiciens irresponsables qui ont appelé malheureusement à défier la République et qui ont été malheureusement entendus. Et c'est eux les responsables. Moi, je peine aujourd'hui quand je vois 700 personnes en prison. On finit de les mettre en prison, de les tromper. On attend même que Maître Dadier Audric se plaigne pour envoyer quelques vivres. Hein, on ne s'est même pas occupé de ces 700 gens qui ont emprisonnés parce qu'ils ont entendu votre message. C'est de l'irresponsabilité. Et cette irresponsabilité qui aurait pu nous mener au chaos. Ben, les Ivoiriens sont matures. Ils l'ont montré parce que dans toutes les régions du pays, vous comparez 2020 à 2027, il n'y a pas photo. On a démontré que nous sommes un peuple de paix. Et je l'avais dit ici, que nous aurons ces élections avec de la paix. Le chaos que vous avez annoncé n'a pas eu lieu. Parce que les Ivoiriens sont un peu braves. Vous parlez du taux de participation. Depuis 1995, à l'exception de l'élection de 2010, c'est le meilleur taux de participation qu'on a eu. On n'a jamais, depuis 1995, à l'exception de 2010, atteint les 50% de taux de participation. Quand la CEI, c'est le point de désaccord avec la CEI, hein, en 2020, sort le taux de participation de 50%, 53% de 2020, c'est parce que la CEI annule près de 20% des électeurs. Parce que justement, les appels au chaos en 2020 ont empêché 20% des bureaux de vote de fonctionner. Donc elle les a retirés. Sinon, quand on les met dedans, le taux de participation est autour de 40%. En 2015, il était autour de 40%. Donc pour la première fois, Laurent Gbagbo, par exemple, il a été élu avec 37% de taux de participation. Il disait à l'époque, c'est un très beau taux. Donc, on a pratiquement doublé, on a fait 1,5 fois mieux. Donc, 50% de taux de participation, c'est le meilleur taux de participation qu'on a eu depuis 1995, à l'exception de 2010. Donc, soit vous ne suivez pas les élections, mais c'est plus grave, parce que les élections locales, c'est vrai, c'est des élections locales, mais tous les partis participent. La dernière fois, on a eu 36% de taux de participation. Donc, venez dire que la bonne moitié des gens, c'est des opposants, non, c'est faux. Non, on peut s'interroger. C'est un sujet sur lequel on doit réfléchir. Comment on fait pour que nos élections, y compris celles où tous les grands partis politiques participent, comme les dernières élections locales, n'attirent pas? C'est une vraie réflexion citoyenne qu'on doit avoir. Et on va y arriver, c'est peut-être le rôle de l'Assemblée nationale qu'on aura dans quelques mois. Mais c'est 50% de taux de participation, mon cher Oussou, c'est les meilleurs qu'on a eu depuis. Quant au bilan politique, première chose, domination du RAGP. Sur toute étendue du territoire,
Et je l'avais dit ici, je l'avais dit que même si l'opposition radicale du Front commun, qui est responsable en partie de tout ce qu'on a eu comme psychose, participait, serait battue. Alassane Ouattara a eu plus de 3 750 000 voix. Sur les 8 millions et quelques d'électeurs. Si on suppose que 80% des électeurs avaient participé à l'élection, donc si on avait le taux qu'on n'a jamais eu depuis 2010, on aurait eu 6 584 000 votes. 3 millions 7 sur 6 584 000 qui a gagné les élections. Le score d'Alassane Ouattara, là, ça prouve que le RHDP domine largement. Avant, je disais que le RHDP était le premier parti, mais je n'étais pas encore sûr que c'était le parti de majorité. Ces élections-là, par leurs chiffres, prouvent que le RHDP est aujourd'hui un parti majoritaire en Côte d'Ivoire. C'est clair. Vous prenez 80% des 8 millions et quelques qu'on a, vous avez 6 584 000 personnes qui allaient s'exprimer. Je ne compte même pas les bulletins nuls, les bulletins blancs que vous avez pris. Hein. Et quand on prend ça, les 3 700 000 font que de ces 6 500 000, le RHDP a déjà gagné l'élection. Deuxième enseignement politique, l'opposition radicale a échoué. Elle a totalement échoué. D'abord, dans son but clair d'exprimer une opposition en 4e mandat, donc on y est aujourd'hui, et elle est incomprise. Les Ivoiriens ont montré qu'ils n'entendent plus ce cri. Dieu merci, on va arriver aux législatives. Le PDC semble avoir compris, puisqu'il veut reprendre le chemin des législatives. Pour d'autres, ce n'est pas encore fini. Mais il faut que ça finisse, parce que les Ivoiriens sont en avance. Dernier point politique, c'est un peu l'avenir des autres candidats. Il faut qu'ils se posent des questions, parce qu'ils n'ont pas eu des scores intéressants. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain? Je vais quand même terminer, Ali, pour ne pas faire long, sur la bravoure, le professionnalisme, la responsabilité de nos forces de l'ordre. Militaires de Côte d'Ivoire, je vais commencer par les gendarmes pour avoir la paix à la maison. Gendarmes de Côte d'Ivoire, militaires de Côte d'Ivoire, policiers de Côte d'Ivoire, douaniers, paramilitaires, nous sommes fiers de vous. Moi, je suis fier de vous. Parce que vous avez démontré votre professionnalisme, votre responsabilité. Je donne mes admirations à vos chefs, le ministre d'État, le ministre de la Défense, le général Doumbia, le général Apallo, le général Kouyaté. Bravo. Et avoir 44 000 personnes mobilisées pour surveiller 25 370 bureaux de vote, ce n'est pas exagéré. Ça a toujours été ainsi. Oui. La sécurisation des élections. En 2020, s'il vous plaît, ne parlez pas quand en 2020, j'étais dans le corps. J'étais même au ministère. On a eu une phase de préparation qui a mobilisé même un peu plus. Pourquoi? Parce que tous les jours, il faut pouvoir surveiller tous les points de vote. Il y a 25 000 bureaux de vote. Je ne sais pas, un peu moins de centres, divisé par 5 pour avoir les centres. Donc à peu près 5 000 ou 6 000 centres de vote. Donc si vous avez... Et les 44 000, là, ce n'est pas des 44 000 qui sont sur le terrain. Il n'y a que la bonne moitié, voire moins, qui est sur le terrain. L'autre, c'est ce qu'on appelle des troupes de réserve. Des troupes de réserve, pourquoi? Parce que, par exemple, on suppose que ça vote bien à Bakro, ça vote bien à Nenguin, ça vote bien à Sokoura. Il peut y avoir des problèmes à Daou, par exemple. Je ne vais pas de la région d'Abasso que je connais le mieux. Il faut que des forces puissent se déporter. Donc, les 44 000, il y a une bonne partie qui est une troupe de réserve. Mais qui accompagne il faut surveiller les centres de vote, il faut surveiller le déplacement des urnes, il faut surveiller tout ça. Et souvent même, il faut surveiller les candidats. On les met dedans. Donc les 44 000, c'est ce qui se passe tous les jours. Ça ne signifie en rien qu'il y a une ultra-sécurisation de l'élection. Ça signifie juste que c'est ce qu'on fait à chaque fois qu'il y a des élections. Donc avant de critiquer, prenez le temps quand même de connaître un peu le processus de sécurisation. Là, ça vous donne la légitimité pour critiquer. Parce que sinon, vous critiquez pour critiquer, on ne gagne pas beaucoup à ça. Très bien, professeur.